20 minutes après que nous eussions enterré ma grand-mère. Ma mère se leva au déjeuner funéraire et pointa sa fourchette de l'autre côté de la table vers moi. « Tu es déshérité, dit-elle. Les enfants ingrats ne reçoivent rien. » La salle se figea. 30 parents, fourchette posée, regardaient. Mon père hocha la tête, lentement, satisfait. Pendant 3 ans, ils avaient raconté à cette famille une seule histoire à mon sujet. La Cupide, la fille qui n'avait jamais voulu que de l'argent. Ils l'avaient répété si longtemps que des gens que je connaissais depuis toujours ne croisaient plus mon regard. Je ne me suis pas défendu. J'avais cessé de me défendre depuis longtemps. J'ai posé mon verre, croisé les mains, et je lui ai laissé la salle. Elle a cru que le silence signifiait la reddition. Elle a cru que cette fourchette, cette phrase, était le dernier mot. Puis la porte de côté s'ouvrit. Un homme en costume gris entra, balaya des yeux les tables, et demanda mon nom. Taille. Je m'appelle Hazel. J'ai 30 ans. Et l'homme en costume gris était la seule personne dans cette salle qui savait ce que ma grand-mère avait réellement fait pendant la dernière année de sa vie. Laissez-moi revenir à ce matin-là. Parce que vous devez comprendre jusqu'où j'étais déjà tombé avant même que ma mère ne prenne cette fourchette. Je n'ai pas appris la mort de ma grand-mère par ma famille. Je l'ai apprise par un texto que mon cousin Drew a envoyé par accident puis a essayé de supprimer. Désolé pour grand. À samedi. 12 minutes plus tard. Hazel, je suis vraiment désolé. Ignore ça. Je n'étais pas censé appeler ta mère. Je n'ai pas appelé ma mère. Je ne lui avais pas téléphoné depuis 11 mois, et elle non plus. J'étais assise au bord de mon lit à Portland à 23 h, encore en blouse. Juste après un service de 12 heures. Et j'ai lu ces 2 textos peut-être 40 fois et j'ai compris que ma grand-mère était morte et que ma propre famille avait décidé de ne pas m'en informer. Je veux que vous compreniez ce qu'avait été ce service. Parce qu'il vous dit qui je suis mieux que tout ce que ma famille a jamais dit de moi. Un gamin de 19 ans est arrivé après un tonneau sur l'autoroute. Il a codé 2 fois sur ma table et il a survécu. C'est moi qui ai appelé sa mère à 21 h pour lui dire qu'il s'en sortirait. Et j'étais resté dans la baie des ambulances après. À la laisser pleurer contre le devant de ma blouse parce qu'il n'y avait personne d'autre pour la recevoir. C'est le métier. On tient les pires nuits des autres entre ses 2 mains et on n'a pas le droit de se disloquer à l'intérieur. Je suis rentré encore imprégné de cette baie, j'ai enlevé ma blouse. Je me suis assise au bord du lit. Et j'ai appris que ma grand-mère était déjà partie depuis 6 jours et qu'il restait une semaine avant la mise en terre. Et qu'aucune personne de ma famille n'avait jugé que je valais un coup de téléphone. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai appelé personne. Je suis resté dans le noir à faire le calcul. Combien de matins chacun d'eux s'était réveillé en sachant et avait choisi délibérément de ne pas composer mon numéro. Puis j'ai cherché l'église, accroché une robe noire à la porte du placard. Et réglé une alarme pour 4 heures. L'email sur les arrangements était parti à toute la famille. Je l'ai vu plus tard. Transféré par Drew, qui a une conscience qu'il perd et retrouve sans cesse. Service samedi, 10 h, la même église où Grand avait été baptisé. Réception à suivre. Mon nom n'était pas sur la liste des destinataires. Il y a une sorte particulière de chagrin qui vient en apprenant qu'on a été rayé de la mort de sa propre grand-mère. Et j'ai tout senti pendant les 6 heures qu'il m'a fallu pour descendre la côte et rentrer dans les terres le lendemain matin, seul. Parce que personne ne m'avait proposé une place dans une voiture, et j'aurais préféré marcher. Tout le trajet, j'ai gardé le dernier texto de ma grand-mère ouvert sur le siège à côté de moi. Elle l'avait envoyé en avril depuis l'hôpital, dans ce style tremblant. Mangé par l'autocorrection qu'elle avait près de la fin. J'ai pris soin de ça, mon amour. Ne les laisse pas te dire le contraire. J'avais répondu 3 points d'interrogation et un cœur. Elle n'a jamais répondu. 3 semaines plus tard, il l'avait mise en soins palliatifs. Et ma mère avait changé la liste des visiteurs, et je n'ai plus jamais reçu un mot de ma grand-mère. J'ai lu ce texto sur l'autoroute jusqu'à pouvoir le voir les yeux fermés.
Prendre soin de quoi? Pendant 11 mois, je m'étais dit qu'elle voulait dire qu'elle avait fait la paix avec tout le monde. Arranger une fin douce où la famille faisait semblant. J'aurais dû la connaître mieux. Ma grand-mère n'avait jamais, une seule fois dans sa vie, lissé quelque chose qui méritait de rester tranchant. Voici la chose. Cette famille s'était toute mise d'accord pour m'oublier. Je ne lui ai jamais demandé un centime. Pas une seule fois. Je suis infirmière, traumatologie, service de nuit. Un service d'urgence qui tourne au café brûlé et à l'absence de remerciements. Je me suis payé mes études en faisant des doubles à une maison de retraite. En essuyant les barrières de lit à 2 heures du matin. Et en étudiant la pharmacologie pendant les pauses. Personne ne m'a écrit un chèque. J'ai acheté ma propre voiture, mon petit condo, mes propres blouses. Quand ma grand-mère proposait, et elle proposait constamment. Elle essayait de glisser des billets de 20 dans la poche de mon manteau à la porte. Je disais, grand, garde-les. Achète-toi quelque chose de ridicule. Alors à 79 ans, elle a acheté un kayak jaune vif. J'étais là le jour où elle l'a nommé. Nous étions allés au port et elle était restée sur le quai dans son coupe-vent. Avec ses lunettes réparées au scotch. Et elle avait dit au pauvre gamin au comptoir qu'elle voulait que son nom soit peint sur le côté. Éléanore, avait-il dit, marqueur prêt. Non, avait-elle répondu. Hazel. H-A-Z-E-L, il m'avait regardé, puis elle, confus. C'est ma petite fille. Avait dit grand. C'est la seule qui m'ait jamais dit de dépenser mon argent pour moi au lieu de pour elle. Alors le bateau porte le nom de la seule personne qui n'en voulait pas. Ça semblait juste. Et elle lui avait fait passer le stylo peinture pour tracer les lettres elle-même. De travers et défiante. Parce qu'elle disait qu'une chose digne d'être nommée méritait d'être nommée de sa propre main. J'ai ce bateau maintenant. J'y arriverai. Alors quand ma mère s'est levée à ce déjeuner et m'a traité de cupide, comprenez ceci. Le seul luxe que ma grand-mère se soit jamais permis. Elle l'a nommé d'après l'enfant qui lui avait dit de ne pas le dépenser. Je n'ai jamais rien pris à cette famille sauf la sortie. L'histoire de comment je suis devenue la cupide commence il y a 3 ans et elle commence comme tout. Dans ma famille avec de l'argent qui n'a jamais été le mien et une signature que je n'ai pas voulu donner. Ma grand-mère s'appelait Eleanor Hartley et elle était la mère de ma mère. Ce qui compte plus qu'on ne croit. Il y a 3 ans, Grand avait 81 ans et conduisait encore, était encore lucide. Me prenait encore $60 au jean remis chaque Noël. Et mes parents sont venus me voir, tous les deux, une chose rare. Un appel en haut-parleur avec la toux de mon père en fond. Et ils m'ont demandé de signer un document, un accord de famille, disait ma mère, juste des papiers. Cela mettrait mon frère Spencer en charge des finances de Grand pour sa propre protection. Et cela me ferait renoncer à toute prétention sur la succession de Grand en faveur de Spencer Parse. Que Spencer était celui qui s'occuperait d'elle, et que c'était juste. J'ai demandé pourquoi Grand n'était pas dans l'appel. Ma mère a dit que Grand devenait confuse dernièrement. J'avais parlé à Grand 2 jours plus tôt, et elle m'avait fait le tour de ses plants de tomates. Variété par variété, y compris celle que le voisin continuait de voler. J'ai dit que je voulais l'entendre de Grand. Ma mère a raccroché. C'était la faille. Toute la faille juste là. Le moment où j'ai cessé d'être utile et suis devenu un problème à gérer parce que je n'avais pas signé. Et une semaine plus tard, j'ai appelé Grand directement. Et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais demandé à qui que ce soit de la protéger de quoi que ce soit. Que Spencer lui avait apporté des papiers à sa table de cuisine et qu'elle lui avait dit de rentrer chez lui. Et que ma mère tournait autour. C'était le mot de Grand, tourner. Elle le disait comme on parle d'un temps qui arrive au-dessus de l'eau. Ne signe rien, Hazel, avait-elle dit. Et n'ose même pas te sentir coupable non plus. Je n'ai pas signé. Et c'est toute la raison pour laquelle 30 personnes m'ont regardé être assise au bout d'une table de funérailles comme une étrangère qui aurait erré dans la rue. Wesley m'a appelé quelque part vers la 4e heure de route. Quand l'autoroute côtière tourne vers l'intérieur et que les arbres se referment sur la route. Je l'ai mis en haut-parleur. Tu n'es pas obligé de faire ça,
a-t-il dit. Tu le sais? N'est-ce pas? Tu peux faire demi-tour. Personne ne te blâmerait. Je lui ai dit que je savais. Je lui ai dit que je n'y allais pas pour eux. J'y allais parce que Grand allait sous terre et que je ne laisserais pas la dernière chose que je ferais à son sujet être de me cacher de gens qui étaient plus petits qu'elle. Il a été silencieux un moment. Puis il a dit, d'accord, mais promets-moi une chose. Quoi qu'ils fassent aujourd'hui, ne te mets pas dans la boue avec eux. Tu n'as jamais une seule fois gagné en t'expliquant assez. Jean. Sois juste la personne que ta grand-mère connaissait. Que ce soit toute la réponse. J'ai dit que j'essaierais. Je ne savais pas encore à quel point cette promesse serait difficile à tenir. Ni que la tenir serait la seule raison pour laquelle la journée se terminerait comme elle s'est terminée. Rester silencieuse. Ne pas s'expliquer. Laisser la vérité arriver sur ses propres jambes. C'est la chose la plus dure du monde à faire quand une salle a décidé que vous êtes le méchant. Je suis arrivé à l'église à 9h40. Le service était à 10h. J'ai stationné tout au fond du parking derrière le hall de la confrérie. Pour que ma voiture ne soit pas vue et commentée. Quand je suis entré, le murmure a changé. Vous connaissez le son, une salle qui baisse la voix à votre sujet. Ma tante Colline m'a intercepté à la porte, m'a pris le bras, et a dit « Courageux de ta part de venir », ce qui est une phrase qui signifie exactement le contraire des mots qu'elle contient. Drew a regardé ses chaussures. Le frère de mon père, mon oncle Ray, m'a fait un signe de tête si petit qu'il pouvait se nier plus tard. Et à l'avant du sanctuaire près du cercueil, ma mère s'est retournée, m'a vu. Et a arrangé son visage en un chagrin si joué qu'il appartenait à une scène. Elle a tamponné un œil sec. Elle a laissé 3 personnes la regarder me pardonner d'un petit hochement de tête souffrant. Celui qui dit à une salle quelle est la plus grande personne et que je suis la chose face à laquelle elle est grande. Puis elle s'est retournée pour recevoir les condoléances et j'ai compris en une seconde la chorégraphie de toute la journée. J'étais le décor. J'étais le conte moral qu'ils avaient invité pour que la morale ait un endroit où pointer. J'ai trouvé une place au fond, seul. Et j'ai regardé le cercueil, bois pâle, lys blanc, ma grand-mère à l'intérieur. Et le sol de ma vie s'est effondré parce que la seule personne dans tout ce bâtiment qui m'avait jamais, même une fois, choisi, était dans une boîte à l'avant. Et le reste d'entre eux avait passé 3 ans à s'assurer que tout le monde croit que je n'avais pas mérité le droit de me tenir là et de la pleurer. Avez-vous déjà été la personne contre laquelle toute une famille s'accorde à être en colère pour qu'aucun d'eux n'ait jamais à se regarder dans un miroir? Gardez ça. On y revient. Le service était beau et c'était un mensonge. Le pasteur a parlé de la porte ouverte d'Éléanore, de ses dîners du dimanche, de sa générosité. Ma mère a lu un poème d'une voix qui se brisait sur le cul. Et puis Spencer, mon frère aîné, a prononcé l'éloge funèbre. Et il était bon parce qu'il l'a toujours été de la façon précise des gens à qui on n'a jamais dit non une seule fois. Chaleureux, facile, drôle, sans effort. Il a appelé grand le cœur battant de cette famille. Il a dit qu'elle croyait que la famille était tout, que l'on prend soin des siens. Et quand il l'a dit, il a regardé le dernier rang. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et la moitié de la salle a tourné la tête de quelques degrés pour suivre son regard. Afin de pouvoir hocher la tête à la morale tout en regardant la leçon. Même l'éloge avait un couteau, et le couteau avait mon nom sur le manche. Au cimetière, ils se sont regroupés. C'est le seul mot. Ma mère et mon père et Spencer à la tête de la tombe avec le pasteur, le cercle intérieur. Les endeuillés officiels. Et tout le monde d'autre arrangé derrière eux dans un ordre approximatif d'importance qui me mettait tout au fond. Derrière une haie, d'où je pouvais voir le haut du cercueil, et pas grand-chose d'autre. C'était un matin gris de côte. Le genre que Grand aimait, et le vent venait de l'eau et faisait bouger l'herbe. Et le pasteur a dit les mots, et les sanglots grinçaient en la descendant. Et ma mère a poussé un son de chagrin si fort et si bien cadencé que 3 personnes se sont penchées pour la soutenir. Je n'ai fait aucun son du tout.
Je suis resté derrière là et j'ai dit mon propre adieu dans ma tête. Le vrai, le privé. Celui qui n'appartenait qu'à moi et à Grand et qui n'avait rien à voir avec aucun d'eux. Quand ce fut fini, les gens ont défilé devant la tombe et y ont jeté leurs poignées de terre. Et au moment où la file a atteint le fond où j'étais, la famille s'était déjà détournée vers les voitures. Et j'étais seul au bord du trou avec un point de terre froide dans la main. Je me suis accroupi. Je l'ai laissé tomber. Je sais que tu savais la vraie version, ai-je chuchoté. Ça a toujours suffi. Puis je me suis relevé. J'ai essuyé mes mains et j'ai conduit jusqu'au hall de la confrérie parce que je n'en avais pas. Fini. Même si je ne savais pas encore pourquoi. Je n'ai pas pleuré pendant le service et je n'ai pas pleuré à la tombe. J'ai pleuré après, dans ma voiture. Sur le parking derrière le hall de la confrérie où personne ne pouvait m'y surprendre et me donner. Encore une fois ce regard. J'ai posé les deux mains sur le volant et je l'ai laissé venir comme on le laisse enfin venir après. L'avoir retenu pendant 6 heures d'autoroute. Et je me suis donné la pleine permission dans cette voiture de démarrer et de rentrer. De leur laisser toute l'histoire sans contestation, de ne jamais entrer dans cette réception. Si votre famille avait passé 3 ans à apprendre à tous ceux que vous aimiez à vous mépriser, seriez-vous rentré? Ou seriez-vous parti et les auriez-vous laissés garder leur petit enterrement bien rangé? Restez avec ça une seconde, honnêtement. Parce que le choix que j'ai fait sur ce parking est la seule raison pour laquelle vous entendez tout. Ceci. Et avant de vous raconter ce qui m'attendait derrière ces portes, faites-moi une petite chose. Si cela pèse déjà lourd dans votre poitrine, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner parce que des histoires comme celle-ci n'atteignent les gens qui en ont besoin que lorsque vous le faites. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est là où vous êtes. Je lis chacun d'eux, et j'aime savoir qui est dans la pièce avec moi ce soir. Maintenant, laissez-moi vous emmener à l'intérieur. Le hall de la confrérie sentait le café et la casserole. Et les lys qui se ramollissaient dans la chaleur de trop de corps. De longues tables, nappes en papier. Une table pliante buffet du genre de nourriture que les gens apportent quand ils ne savent plus quoi faire de leurs mains. Près de la porte, une photo de Grand sur un chevalet, une bonne, l'été du kayak. Elle plissant les yeux au soleil et riant de quelque chose hors cadre. Et quelqu'un avait appuyé ses lunettes de lecture contre la base du cadre. Petite monture bleue en plastique, une branche réparée d'une bande de scotch transparent. Je l'avais regardé coller cette branche moi-même. À sa table de cuisine 2 étés auparavant. Toutes les deux riant parce qu'elle refusait de dépenser 12 $ pour une nouvelle paire Quentin. Peu de scotch faisait parfaitement l'affaire. Ces lunettes m'ont plus défaite que le cercueil. Un cercueil est le meuble d'un étranger. Ces lunettes étaient toute la personnalité têtue, frugale, hilarante de ma grand-mère. Repliée et appuyée contre une photographie. Je suis resté là et je me suis forcé à respirer jusqu'à pouvoir faire confiance à mon visage. Et puis ma mère était à côté de moi. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. Pas une question. Ses yeux ont fait un balayage rapide de la salle. Le contrôle. Pratique pour s'assurer que suffisamment de gens se tenaient assez près pour entendre. Après tout. Tu es venu pour le déjeuner. Je suis venu pour Grand, ai-je dit. Bien sûr. Elle a souri et a laissé le sourire n'atteindre personne et a gesticulé de 2 doigts vers le bout de la salle. Assieds-toi où tu veux. Il y a de la place au bout. Le bout où l'on place la personne que l'on punit. Pour que la punition ait de bonnes lignes de vue. J'ai marché jusqu'au bout et je me suis assise et une femme que je ne reconnaissais pas a glissé sa chaise de quelques centimètres loin de la mienne et j'ai classé ça avec tout le reste. Du bout de la table, on a une vue claire d'une famille étant une famille. Si on peut supporter de la regarder. J'ai regardé ma mère se déplacer dans la salle comme une femme à son propre mariage. Touchant des épaules, acceptant de la sympathie. Riant doucement aux bonnes histoires sur Grand et tamponnant au bon moment. J'ai regardé Spencer remplir des cafés et taper dans le dos des oncles. J'ai regardé la plus petite de Drew, une fille d'environ 6 ans, commencer à venir vers moi. Les enfants font ça. Ils vont vers le silencieux.
Et j'ai regardé sa mère l'attraper par le poignet et la diriger de l'autre côté sans un mot. Juste une petite redirection ferme. Celle qui apprend à un enfant qui la famille a décidé être sûre et qui ne l'est pas. J'ai beaucoup pensé à cette petite fille depuis. Elle ne savait rien. On lui avait juste remis sans un mot la même carte de moi qu'on leur avait tous remise. Et elle la suivrait pendant des années sans jamais savoir pourquoi. C'est comme ça que ça survit. Une histoire comme celle qu'ils ont racontée sur moi. Elle se transmet aux enterrements, au bout de table, dans l'attraction d'un poignet. Jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne que c'était jamais un mensonge. Parce que plus personne en vie ne s'en souvient autrement. Et je suis resté là, et j'ai laissé tout ça me passer dessus. Parce que j'avais promis à Wesley de ne pas me mettre dans la boue. Et j'avais promis à Rosalind de rester dans la pièce. Et ces deux promesses étaient à ce moment-là les seules choses qu'il me restait à tenir. Vous devez comprendre qui est mon frère Spencer parce que c'est par lui que, elle est confuse, est devenue, elle est déshéritée. Et c'est pourquoi un seul hochement de tête de mon père pouvait tomber comme un verdict. Spencer a 3 ans de plus que moi et il est l'enfant doré au sens clinique pur du manuel. Celui qui pouvait détruire une voiture à 17 ans et que ce soit la faute de la route. La faute du temps, la faute de n'importe qui sauf la sienne. Celui dont les échecs étaient toujours à expliquer par quelqu'un d'autre. Quand nous étions enfants et que quelque chose se cassait, c'était moi qui l'avais cassé. Je sais que ça sonne comme une blague, mais c'était la politique. Ange en céramique du manteau, renversé par le coude de Spencer. Et mon nom dans la bouche de ma mère avant que les morceaux aient fini de bouger. J'ai appris avant d'avoir 10 ans que dans cette maison mon mot ne pesait rien. Et le sien pesait tout. Et j'ai construit toute une personnalité silencieuse autour de la certitude que personne ne prendrait jamais mon parti. Alors j'avais intérêt à apprendre à ne pas en avoir besoin. C'est la blessure. Et je vais juste la nommer pour que vous puissiez la guetter parce qu'elle court sous tout ce que je suis sur le point de vous raconter. J'ai grandi sur que la vérité sur moi n'avait pas d'importance parce que les gens qui étaient censés me connaître le mieux avaient déjà décidé que j'étais le problème. Et qu'il n'y avait aucune preuve sur Terre qui changerait leur avis. Grand était la seule exception au monde. Grand demandait ce qui s'était passé avant de décider qui croire. Le jour où l'ange s'est cassé, elle s'est accroupie à mon niveau des yeux et a dit. Ça ne te ressemble pas, dis-moi la vraie version. J'avais 11 ans et je n'ai pas pleuré quand on m'a accusé et j'ai pleuré quand elle a dit ça. Et j'ai passé le reste de ma vie à chasser cette seule phrase. Dis-moi la vraie version. Personne d'autre ne l'a jamais demandé. Alors il y a 3 ans, quand j'ai refusé de signer mon frère au contrôle de l'argent de Grand. Je n'étais pas juste difficile. Je me tenais entre l'enfant doré et quelque chose qu'on lui avait promis silencieusement toute ça. Vie et il n'y a pas de crime dans ma famille pire que de s'interposer entre Spencer et ce qu'il veut. Alors ils en ont inventé un plus grand et me l'ont collé. La campagne a commencé petit. Ma mère a dit à Colin que je faisais pression sur Grand au sujet du testament. Je ne l'avais pas fait. Puis ça a grossi d'une taille. J'appelais Grand constamment pour demander de l'argent. Je n'ai jamais une seule fois appelé Grand pour de l'argent. Grand m'appelait. Généralement pour se plaindre du souffleur de feuilles du voisin ou pour me lire quelque chose d'outrancier dans le journal. À la 2e année, l'histoire avait mûri en sa forme portable finale. Celle qu'il répétait à une fête de l'Action de grâce à laquelle je n'étais pas invité. Et un Noël que j'ai découvert sur Instagram. Hazel ne se soucie que de l'héritage. Hazel a abandonné cette famille, et maintenant elle tourne comme un vautour. Attendant que Grand meure. C'était mot pour mot une description de ce que ma mère faisait. Elle l'avait simplement ramassé sur elle-même et déposé sur moi. C'est toute l'astuce. Si vous l'avez jamais vu de près, vous accusez l'autre personne de votre propre crime. Fort et en premier, et le temps que quelqu'un pense à vérifier les faits. L'étiquette a séché et s'est fixée comme de la peinture. Et aucune quantité de vérité ne la grattera. Je connais exactement la nuit où l'étiquette s'est fixée parce que c'est la nuit où ils m'ont retiré du groupe de texte familial. 40 personnes, cousins et tantes et cousins au second degré. Le fil où tout le monde postait des anniversaires et des casseroles et des demandes de prière.
Un soir, j'ai envoyé une photo d'un coucher de soleil d'une randonnée comme je l'avais fait une centaine de fois et ça n'a pas été livré. Et j'ai réalisé que j'avais été retiré. Pas d'annonce. Vous cessez juste d'exister à l'endroit où la famille se parle à elle-même. Je suis resté avec mon téléphone sur les genoux et j'ai compris que ma mère avait accompli un petit meurtre administratif et que tout le monde dans ce fil l'avait regardé se produire et n'avait rien dit parce que dire quelque chose leur aurait coûté et que j'étais moins cher à perdre que la pièce. Ça m'a coûté plus qu'une place dans un fil de groupe. Ça m'a coûté des gens. Il y avait une femme nommée Steph avec qui j'étais ami depuis la 4e et qui connaissait ma famille toute ma vie. Et quelque part dans la 2e année de la campagne, elle a cessé de répondre à mes textos. Et quand je l'ai enfin coincée à ce sujet, elle a dit, prudente et compatissante, qu'elle avait entendu certaines choses. Que peut-être j'avais besoin de me remettre en règle avec ma famille. Qu'elle ne voulait pas prendre parti. Elle avait pris un parti. Elle voulait juste le faire sans la culpabilité d'avoir choisi. C'est le dégât silencieux d'une campagne de dénigrement dont personne ne vous prévient. Elle ne retourne pas seulement votre famille contre vous. Elle s'étend à travers eux dans chaque coin de votre vie et vous relocalise discrètement dans la catégorie de la difficile, de l'étranger, de celle dont il y a clairement plus à l'histoire. À la 3e année, j'avais cessé de m'expliquer à qui que ce soit. C'est épuisant de continuer à insister qu'on n'est pas la chose qu'une famille entière dit qu'on est. Plus facile de se taire. Plus facile de déménager à Portland et de travailler la nuit et de laisser l'eau mettre 6 heures. Entre moi et tout ça. Maintenant remettez-moi au bout de cette table de funérailles et regardez la machine encore en marche 3 ans plus tard. Colline ne me passait pas les petits pains. Elle a tendu le panier à la femme à côté de moi et l'a laissé le faire descendre pour que le pain m'arrive sans que la main de Colline ait jamais eu à être impliquée dans le fait de me nourrir. Les 2 enfants de Drew continuaient à me jeter des regards. Le regard précis que les enfants donnent à l'adulte désigné comme mauvais. Moitié peur, moitié fascination. Ce qui veut dire qu'on leur avait dit quelque chose de cette façon prudente que les parents croient. Que les enfants n'absorbent pas. Et au centre chaud de la salle se tenait ma mère, recevant des condoléances et dans les intervalles. Lâchant de petites apartés empoisonnés, juste assez fort. Nous avons tout fait pour maman. Tout. Certaines personnes ne se sont pas dérangées jusqu'à ce qu'elles sentent l'argent. Personne dans cette salle ne savait pour mars. En mars, avant que la liste des visiteurs ne change. J'ai conduit 6 heures mon seul jour de repos jusqu'à l'hôpital où il l'avait avant les soins palliatifs. Elle était petite dans ce lit, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Une perfusion collée à une main qui m'avait battu au jean remis pendant 30 Noël. Je suis resté et j'ai tenu cette main pendant qu'elle somnolait. Et je ne l'ai pas réveillée parce qu'une infirmière apprend que le sommeil est le seul endroit où la douleur lâche prise. Au bout d'un moment, ses yeux se sont ouverts et m'ont trouvé et se sont aiguisés. Et pendant une seconde, elle a été complètement elle-même. Voilà ma fille, a-t-elle dit. Et puis, en me regardant de haut en bas comme elle m'avait regardé toute ma vie. Tu as l'air fatigué. Chérie. Tu manges? J'ai ri et je lui ai dit que je mangeais. Elle a dit, tu mens, mais je l'autorise. Puis elle a serré ma main une fois fort avec plus de force que ce petit corps aurait dû en avoir. Encore. Et elle a dit, quoi qu'ils te disent. Hazel. Quoi qu'ils disent que j'ai fait. Souviens-toi que je connais la vraie version. J'ai cru qu'elle divaguait. J'ai cru que c'était la morphine. Je lui ai dit de se reposer. Tu manges? C'est la dernière phrase complète que ma grand-mère m'ait jamais dite. Celle-là est un avertissement que j'étais trop fatigué et trop triste pour entendre. 2 semaines plus tard, mon nom est sorti de la liste des visiteurs. Et je ne suis plus jamais rentré dans une pièce avec elle. Mais personne à ce déjeuner ne savait que mars avait eu lieu parce que ma mère contrôlait l'histoire. De qui était venu, jusqu'à contrôler la porte. Tout le monde dans cette salle n'était pas dans le coup. C'est la chose que les gens manquent sur une famille comme la mienne. La plupart d'entre eux ne sont pas des méchants. Ce sont juste des lâches. Et les lâches sont plus faciles à recruter qu'on ne croit.
Une cousine au second degré nommée Marion, quelqu'un que j'avais rencontré peut-être 2 fois. S'est assise à côté de moi avec une assiette de nourriture qu'elle avait préparée sans demander et l'a glissée devant moi. Tu as l'air d'en avoir besoin. A-t-elle dit et m'a tapoté la main et n'a rien dit d'autre. Et j'aurais pu pleurer de la simple bonté d'une presque étrangère faisant ce que 30 parents ne feraient pas. Les petites miséricordes tombent le plus fort quand on en a été affamé. Et puis Drew m'a trouvé. Mon cousin Drew. Le texto accidentel. La conscience qu'il perd et retrouve. Il s'est accroupi près de ma chaise le dos à la salle pour que personne ne puisse lire son visage. Et il a parlé vite et bas. Je ne devrais pas te parler. Maman va me tuer. Il a avalé. Mais quelque chose ne va pas. Hazel. Spencer a été il est bizarre à propos de la maison. Il y a quelques semaines chez maman. Il était ivre et il n'arrêtait pas de dire que c'était tout réglé. Que Grand avait tout signé avant de devenir mauvaise. Que la maison était déjà aussi bonne que celle de maman. Il s'en vantait. Et Grand est morte depuis 6 jours, et il avait déjà une carte de agent immobilier dans son portefeuille. Je l'ai vu. La mâchoire de Drew s'est resserrée. Je ne sais plus ce qui est vrai. Je me suis juste souvenu de toi et de Grand sur ce kayak. Et rien ne colle, et je suis désolé. Je suis désolé. J'ai été un lâche pendant 3 ans. Puis Colin a appelé son nom de l'autre côté de la salle et il s'est relevé trop vite et a disparu. Tout signé, une carte d'agent immobilier. Je suis resté là à retourner ça et ça ne collait pas parce que la Grand que je connaissais aurait plutôt brûlé la maison que de la remettre à ma mère. Et pour la première fois de toute la journée, sous le chagrin et l'humiliation. Quelque chose de petit et têtu s'est réveillé et a commencé à poser des questions. Et puis, comme s'il avait senti que je commençais à réfléchir. Spencer est venu s'asseoir dans la chaise vide à côté de moi. Il a apporté 2 cafés et en a posé un devant moi, chaleureux et facile. La routine de grand frère qu'il pouvait enfiler comme un manteau. Et, a-t-il dit doucement pour mes oreilles. C'est beaucoup. Je sais que maman est dure. Elle est en deuil. Tu sais. Comment elle est. Il a laissé sa poser. Généreux, indulgent, puis détaché. Si détaché. Écoute, tu as parlé à quelqu'un. Des avocats, des gens comme ça à propos des affaires de Grand. Voilà. Toute la raison du café. Il pêchait pour savoir si je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Parce qu'il n'y a vraiment rien à discuter. A-t-il continué. C'est tout réglé. Ça a été géré depuis un moment maintenant. Je ne veux juste pas que tu te fasses des espoirs et que tu te fasses encore du mal. C'est tout. Je veille sur toi. Il a serré mon épaule. Mon frère, qui avait essayé de transférer le titre de la maison de notre grand-mère sous elle, me disant qu'il veillait sur moi. J'ai dit que je n'avais parlé à personne. C'était même vrai. Il a étudié mon visage une seconde de plus qu'un frère attentionné le ferait. C'est satisfait que j'étais aussi perdu qu'il avait besoin que je sois. Et s'est relevé avec son café. Bien, a-t-il dit. Passons juste cette journée. Et j'ai compris en le regardant retourner au centre de la salle qu'il était nerveux. Les garçons dorés ne pêchent pas à moins d'être nerveux. Il s'assurait ce qui voulait dire qu'il y avait quelque chose dont s'assurer. J'ai dû sortir 1 minute. Je me suis dit que c'était la chaleur. Je suis allé dans le couloir passer les porte-manteaux dans le petit vestibule près des toilettes et je suis resté le dos contre le mur de parpaing frais et j'ai ramené ma respiration à quelque chose qu'une infirmière approuverait. J'ai sorti mon téléphone. Il y avait un texto de Wesley, l'homme que je fréquente depuis 1 an. La première personne à qui j'ai jamais laissé me regarder m'effondrer. Tu ne leur dois pas ton calme. Tu leur as déjà donné 30 ans. Rentre quand tu veux. J'ai de la soupe. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai rouvert le dernier texto de Grand par habitude. La façon dont on appuie sur une contusion. J'ai pris soin de ça, mon amour. Ne les laisse pas te dire le contraire.
Et j'ai pensé en étant debout dans ce couloir de parpaing que quoi qu'elle eût pris soin, ça n'avait clairement pas survécu parce que tout dehors dans cette salle disait que j'avais perdu. C'est alors que Rosalyn m'a trouvé. Rosalyn Beaumont était la plus vieille amie de ma grand-mère, 81 ans. Les deux complices depuis qu'elles étaient jeunes mères dans la même rue. Elle avait été au service au premier banc, et j'avais assumé qu'elle était des leurs. Elle est descendue le couloir avec une canne et un sac à main de la taille d'un bagage cabinet. S'est arrêtée devant moi et m'a regardé un long moment à travers des lunettes encore plus épaisses que celles de grand. « Tu es Hazel » a-t-elle dit. La Hazel d'Éléanore. Oui, ai-je dit. Bien. Elle l'a dit comme si elle cochait une case. Je lui ai dit que je m'assurerais que tu sois là aujourd'hui. Elle s'inquiétait qu'il ne te dise pas qu'elle était morte. Elle a laissé ça poser, me regardant absorber le fait que ma grand-mère avait prédit le silence de ma propre famille et avait recruté une femme de 81 ans avec une canne pour le contourner. Maintenant écoute-moi parce que je n'ai le droit de le dire qu'une fois et ensuite je retourne là-dedans manger un œuf farci. Ta grand-mère n'était pas confuse. Tu m'entends? Quoi qu'il t'ait dit, quoi qu'ils aient dit à tout le monde. Elle était aussi aiguë qu'une attaque le dernier jour où je l'ai vue. Qui était-il il y a 10 jours? Et elle savait précisément ce qu'elle faisait. La mâchoire de Rosalyn a travaillé. Je l'ai conduite à des endroits cette dernière année qu'elle ne voulait pas que ta mère sache. C'est tout ce que je dirai dans un couloir. Mais reste tranquille et n'ose pas partir tôt. Peu importe ce que cette femme te dira à cette table. Éléanore m'a fait promettre que tu serais encore dans la pièce. Tu peux me promettre ça? J'ai dit oui. Je ne comprenais pas, mais j'ai dit oui. Elle a hoché la tête une fois, satisfaite. Et puis elle a ouvert ce sac énorme et a fouillé et m'a pressé quelque chose dans la main. Un mouchoir en coton usé jusqu'à être doux avec un petit E brodé dans le coin en fil bleu. C'était le sien, a dit Rosalyn. Elle l'a laissé chez moi la dernière fois qu'elle est venue pour les cartes. Je voulais le glisser dans le cercueil. Mais je pense qu'elle préférerait que tu l'aies. Elle dirait qu'un bon mouchoir ne devrait pas être gaspillé sur les morts. Ses yeux étaient humides derrière les lunettes épaisses, mais sa voix est restée sèche. Elle a parlé de toi jusqu'à la fin. Tu sais. Pas de la façon dont il parle de toi. La vraie toi. La fille qui la battait au gin et qui ne prenait pas son argent et qui a nommé tout un bateau. Elle s'est arrêtée et a presque souri. Eh bien, tu verras bientôt assez. Reste juste dans la pièce. Et elle s'est retournée et a fait son chemin. L'envers la nourriture. Me laissant dans ce couloir de parpaing tenant le mouchoir de ma grand-mère. Le devenu doux d'une vie de lavage. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avant que je vous ramène à l'intérieur. Parce que c'est exactement le moment où le sol a commencé à bouger. Et ni moi ni les gens dans cette salle ne pouvaient encore le sentir. Ma grand-mère a envoyé une vieille femme avec une canne pour s'assurer que je reste dans la pièce. Des endroits où elle a conduit grand que ma mère n'avait pas le droit de connaître. Que pensez-vous que ma grand-mère a passé la dernière année de sa vie à faire? Dites-moi votre théorie dans les commentaires avant que je vous montre. La plupart des gens que j'ai trouvés sont trop gentils pour deviner jusqu'où elle est allée. Puis restez avec moi parce que la porte de côté ne s'est pas encore ouverte. En retournant, j'ai passé la petite alcôve près de la cuisine. Et Spencer y était avec son téléphone à l'oreille, tourné vers le mur. Et je l'ai entendu avant qu'il me voie. Non. Ça va. C'est géré. Tout va à maman. La vieille dame a tout signé il y a des mois. Je me suis assuré. Une pause. Fais-moi confiance. Il n'y a rien à craindre. Elle n'était plus là à la fin. Elle aurait signé n'importe quoi. Une autre pause et un rire. Un rire doré facile à un enterrement. Détends-toi. D'ici Noël, c'est sur le marché. Puis il s'est retourné et m'a vu debout là. Et pendant une demi-seconde, le charme est tombé net de son visage. Et autre chose a traversé. Quelque chose de coincé et calculateur. Et puis il a souri et a dit, écoute Hazel.
classe. Et est passé devant moi pour retourner dans la salle. Je suis resté dans cette alcôve le cœur battant fort. Elle aurait signé n'importe quoi. Il le croyait. Il croyait vraiment que la vieille dame n'était plus là à la fin et avait tout signé entre leurs mains. Ce qui voulait dire soit qu'il avait raison soit qu'il n'avait aucune idée de ce que ma grand-mère avait réellement fait dans toutes ces voitures dont Rosalyn ne voulait pas parler. Je suis resté dans cette alcôve un moment de plus et j'ai fait quelque chose qui a probablement sauvé toute la journée. J'ai sorti le mouchoir de ma grand-mère de ma poche et je l'ai tenu, le coton usé doux. Le petit œuf bleu, et je me suis fait 2 promesses. Rosalyn m'avait demandé de rester dans la pièce. Wesley m'avait demandé de ne pas me mettre dans la boue, alors je ferai les 2. Je m'assiérai au bout de cette table, et je ne dirai pas un seul mot pour ma propre défense. Peu importe ce que ma mère ferait, peu importe quelle fourchette elle prendrait. Je les laisserai parler. Je resterai dans la pièce. C'est une sorte étrange de force. La décision d'être silencieuse pendant que des gens mentent sur vous. Ça a l'air d'une faiblesse. Ça a l'air de perdre jusqu'à la seconde où ça ne l'est plus. J'ai remis le mouchoir dans ma poche où je pouvais l'atteindre. Je suis rentré et me suis assise au bout. Et un peu après 13 heures, Spencer a tapé une fourchette contre un verre. La salle s'est calmée. Il s'est levé chaleureux et facile. Merci à tous d'être venus. Maman et papa voulaient dire quelques mots sur la famille et sur l'avenir. Mon père s'est éclairci la gorge. Mon père ne parle presque jamais. C'est un grand homme immobile qui externalise ses opinions à ma mère et les fait ensuite respecter. Avec le poids de son silence. Et dans les rares occasions où il dit quelque chose. Ça atterrit parce qu'il l'a rationné toute votre vie comme un homme qui sait que la rareté élève la valeur. Il a dit, Eleanor a construit quelque chose. Nous allons le garder entre de bonnes mains. Il a regardé Spencer. Il ne m'a pas regardé. C'était tout le discours. 6 mots de volonté aimés comme un fusil le long de la table. Pendant une seconde ses yeux ont voyagé jusqu'à moi, ceux de mon père. Et je me suis forcé à les tenir, et j'ai cherché quelque chose là-dedans. De la honte, du doute. Le fantôme de l'homme qui m'avait appris à faire du vélo sur le chemin de gravier de la maison 2. C'est Darlan, pendant que Grand regardait depuis le porche. Je ne l'ai pas trouvé. Mon père n'est pas un homme cruel de la façon dont ma mère est cruelle. Il est pire d'une façon plus silencieuse. C'est un homme qui a décidé il y a longtemps que la paix avec ma mère était la seule monnaie qui valait la peine d'être possédée. Et il a passé 30 ans à la payer avec l'enfant qui était le moins cher ce jour-là. Il ne me haïssait pas. Il avait juste refait le calcul encore une fois comme il le faisait toujours. Et j'étais sorti le plus petit nombre. Il a regardé de nouveau Spencer. Et cette arithmétique effectuée devant 30 personnes à l'enterrement de sa propre belle-mère a fait mal à un endroit que les cris n'avaient jamais atteint. Je dois vous parler de la liste des visiteurs parce que c'est la chose la plus cruelle que quiconque dans cette famille m'ait jamais faite. Et c'est le genre de cruauté qui ne laisse pas d'empreinte, pas de bleu. Rien que vous pourriez jamais prouver. Quand Grand est entré en soins palliatifs fin avril, ma mère, en tant qu'aînée, a été nommée contact familial, ce qui lui a donné l'autorité sur la liste des visiteurs approuvés. Et mon nom en est sorti. Je ne l'ai pas su pendant 2 semaines. J'ai continué à appeler les soins palliatifs et on me disait très gentiment qu'ils ne pouvaient pas confirmer si une Madame Hartley était même une patiente là-bas. J'ai finalement conduit quand même 6 heures et me suis tenu au bureau d'accueil d'un hospice dans la ville où j'avais grandi à côté, et une infirmière qui fait mon travail exact m'a dit gentiment, avec un vrai chagrin sur le visage, que je n'étais pas sur la liste approuvée et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Je connais cette infirmière. Je suis cette infirmière. J'ai été celle qui doit dire ces mots à quelqu'un qui s'effondre à un bureau. J'ai conduit 6 heures dans le noir et j'ai compris que ma mère préférait que sa propre mère meure sans moi dans la pièce plutôt que de risquer 5 minutes qui pourraient défaire 3 ans de travail soigneux sur l'opinion de la famille à mon sujet. C'est la femme qui s'est levée ensuite. Je veux que vous l'ayez clairement dans l'esprit parce que la salle était sur le point de recevoir
Une éducation à son sujet et j'étais sur le point d'obtenir la chose que j'avais attendue 30 ans. Ma mère s'est levée. Elle a lissé sa belle robe noire. Elle a dit qu'elle voulait être honnête parce que maman avait toujours valorisé l'honnêteté. Par-dessus tout. Elle a dit que le chagrin a une façon de vous montrer qui sont vraiment les gens. Elle a dit que certains d'entre nous étaient venus aujourd'hui avec les mains déjà tendues et qu'elle n'allait pas prétendre ne pas le voir à l'enterrement de sa propre mère. Autour de la salle, les gens ont trouvé des choses à regarder. Leurs assiettes, les lisses, moi. Je l'ai vu atterrir sur eux. Marion, la cousine au second degré qui m'avait fait une assiette, s'est agitée sur son siège et a ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose et puis ne l'a pas fait et a regardé ses genoux, honteuse de son propre silence. Un homme plus âgé près de la porte, le cousin de grand, je crois, a froncé les sourcils et a jeté un regard vers la photo sur le chevalet comme pour vérifier si Éléanore aurait voulu ça à son déjeuner. Personne ne l'a arrêté. C'est la chose avec une femme comme ma mère. Elle compte sur le fait que les gens décents préféreraient être mal à l'aise plutôt que d'être celui qui fait une scène. Elle a bâti tout son règne sur la politesse des autres. Et dans cette salle pleine de serviettes pliées et de regards baissés, ça fonctionnait exactement comme ça avait toujours fonctionné. Je pouvais sentir la vieille machinerie dans ma poitrine, celle construite à 11 ans. Me disant de rester immobile, de ne faire aucun son. De prendre aussi peu d'espace qu'une personne peut en prendre et encore exister. Et en dessous, pour la première fois depuis longtemps, autre chose. Une petite voix froide et claire qui sonnait un peu comme grand. N'ose même pas te sentir coupable non plus. Ma mère s'est approchée et elle est descendue l'échelle, barreau par barreau. Comme elle l'a toujours fait. Premier barreau, tu ne lui as pas rendu visite. Un mensonge. J'ai rendu visite jusqu'à ce qu'elle verrouille la porte. Deuxième barreau, plus fort pour la salle. Tu n'es même pas venu quand elle mourait. Un mensonge bâti sur le premier mensonge. La porte qu'elle avait verrouillée maintenant offerte comme preuve que j'étais celle qui s'était éloignée. Troisième barreau et elle a tiré le public, balayant une main vers la salle. Demandez à n'importe qui ici. Demandez-leur combien de fois tu as appelé. Demandez-leur qui c'est. Assis avec elle et qui ne l'a pas fait. Elle savait qu'aucun d'eux ne la contredirait parce qu'elle avait passé 3 ans à s'assurer que la réponse qu'elle voulait était la seule réponse qu'aucun d'eux n'avait. Quelques personnes ont regardé leurs assiettes. Colline hochait la tête, petite et automatique. La façon dont on hoche la tête à une chose qu'on a accepté de croire pour ne jamais avoir à la vérifier. Quatrième barreau. Et maintenant sa voix montait et se brisait d'un chagrin qui aurait convaincu n'importe qui n'avait pas passé une vie à étudier la différence entre les vraies larmes de ma mère et ses larmes de scène. Et maintenant tu te pointes dans ta petite robe noire pour voir ce que tu peux obtenir. Elle se tenait juste au-dessus de moi. 30 personnes. Les yeux de mon père sur moi plats et satisfaits. Les yeux d'un homme regardant un travail se terminer. Tu as du culot. Hazel. Tu as du culot de te pointer à l'enterrement de ma mère avec la main tendue. Je me suis levé, pas pour me battre. Je me suis levé parce que j'ai décidé dans cette seconde que j'en avais fini d'être assise au bout des choses. Mes mains tremblaient et mes oreilles bourdonnaient. Et j'ai gardé ma voix aussi égale que je la garde au-dessus d'un patient qui s'effondre. Je vais y aller. Ai-je dit juste ça? Je suis venu pour grand. Je lui ai dit au revoir. Je vais y aller maintenant. Et pendant une seconde, je n'ai pas bougé. Une partie de moi, la partie de 11 ans, la partie qui a passé 30 ans à vouloir exactement une chose. Voulait rester et se battre. Voulait ouvrir la bouche et tout exposer. La visite de Mars, le bureau des soins palliatifs, le groupe de texte. Chaque mensonge juste là devant tout le monde et enfin les faire voir. J'ai senti les mots monter dans ma gorge. Et puis j'ai entendu Wesley sur l'autoroute côtière. Ne te mets pas dans la boue avec eux. Tu n'as jamais une seule fois gagné en t'expliquant assez. Jean. Il avait raison. Il avait toujours eu raison. Je m'étais expliqué à ces gens pendant 30 ans. Et ça n'avait jamais bougé l'un d'eux d'un seul pouce parce qu'ils ne me croyaient pas par manque de
Preuve. Il me disait non parce que c'était utile. Et on ne peut pas argumenter quelqu'un hors d'un mensonge qui paie ses factures. Alors j'ai fermé la bouche. J'ai choisi la porte et je le voulais. Je veux que vous sachiez que je le voulais. J'avais mes clés dans la main. J'allais leur donner la sortie propre qu'ils avaient passé 3 ans à mériter. Sortir par la porte du traiteur, et redescendre la côte vers un homme avec de la soupe. Et laisser cette famille finir de se raconter son histoire sur moi à elle-même pour toujours. J'ai poussé ma chaise. C'est alors que ma mère a tendu la main vers sa fourchette et l'a pointée de l'autre côté de la table vers moi et a dit les mots avec lesquels j'ai ouvert toute cette chose. Tu es déshérité. Les enfants ingrats ne reçoivent rien. Et mon père de son siège a hoché la tête. Lentement, satisfait, final. Je veux vous dire que je suis restée calme parce que je suis forte. La vérité est plus silencieuse et bien pire que ça. Je suis restée calme parce que je l'ai cru. C'est la partie que je n'ai jamais dite à haute voix jusqu'à maintenant. Dans ce moment, debout avec mes clés dans la main. J'ai cru chaque mot parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dans le testament de ma grand-mère. Parce que Spencer avait géré ses affaires pendant 2 ans. Parce que la liste des visiteurs m'avait tenu hors des dernières pièces de sa vie. Et je n'avais aucune idée de ce qu'il lui avait mis devant dans ces pièces. Malade et fatigué et entouré seulement d'eux. J'ai pensé au bureau des soins palliatifs. C'est là que mon esprit est allé. Debout là avec mes clés à l'après-midi. J'avais conduit 6 heures et m'étais tenu à ce comptoir et on m'avait dit si gentiment que je n'étais pas sur la liste. J'ai pensé à quel point il aurait été facile dans toutes ces semaines où je ne pouvais pas passer là. Porte pour qu'il glisse encore un papier devant une femme fatiguée et mourante et dise. Signe ici, maman. C'est juste pour garder les choses simples et pour guider sa main. J'avais dit non à ce geste exact il y a 3 ans. Et si à la fin, avec moi verrouillé dehors et Spencer au chevet. Ma grand-mère avait enfin dit oui? Et la plus vieille terreur que je possède est montée tout droit à travers le sol et m'a pris à la gorge. Et s'il l'avait eu? Et si à la toute fin, seul avec eux? Ma grand-mère avait enfin signé la chose que je n'avais pas voulu? Et si la seule personne qui m'avait jamais choisi avait dans ces derniers mois confus? Les mois où il disait à tout le monde qu'elle était confuse, me désélectionner aussi? Et si ma mère était sur le point de prouver devant chaque visage que j'avais jamais connu qu'eux-mêmes? Grand en était venu à leur version de moi à la fin? Et puis Spencer, regardant mon visage, est allé pour le coup de grâce. Parce que Spencer n'a jamais pu résister au coup de grâce. Il a tendu la main à côté de sa chaise dans une sacoche en cuir qu'il avait apportée à un déjeuner funéraire. On n'apporte pas un document de succession à un déjeuner à moins de prévoir de le brandir. Et il a sorti un testament, un vrai. Il l'a posé sur la table et l'a glissé de quelques centimètres vers le centre où tout le monde pouvait voir le dos bleu et le tampon du notaire. Et il a dit gentiment de sa façon chaleureuse et terrible. Elle l'a changé, Hazel. Il y a 14 mois. Elle a tout laissé à maman et à moi pour le gérer. Je suis désolé. Elle t'a enfin vu de la façon dont nous essayions de te dire qu'elle te voyait. Et il l'a laissé voyager. Il a glissé le testament plus loin au milieu de la table pour que les gens les plus proches puissent voir le dos bleu, le tampon du notaire, le poids officiel. Et j'ai regardé les derniers visages qui s'étaient peut-être demandé en privé à mon sujet toute la journée se remettre dans la certitude. Voilà en noir et blanc, même grand. Colline a expiré et a secoué la tête lentement. Tristement, la façon dont on le fait quand une chose qu'on soupçonnait s'avère vraie après tout. Ma mère, encore debout, a croisé les bras et a laissé le document faire son argumentation pour elle. Et pour la première fois de toute la journée, elle n'avait pas l'air en colère, mais calme. Le calme de quelqu'un qui tient une main gagnante face visible sur la table. Ils avaient un testament signé et un tampon de notaire et 30 témoins. Et j'avais un mouchoir dans la poche et une grand-mère sous terre. Et par chaque mesure visible dans cette salle, j'avais déjà perdu. J'ai regardé Rosalind. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle était de l'autre côté de la salle, et pendant une seconde. Une seconde que je ne pardonnerai jamais à ce jour. Même le visage de Rosalind a vacillé.
Confusion ou doute ou juste une vieille femme voyant un document qu'elle n'avait pas prévu. Je ne saurais jamais. Mais sa certitude a vacillé et la mienne s'est éteinte complètement. J'avais perdu. C'est toute la vérité de cette minute. Debout dans ce hall avec mes clés mordant dans ma paume. J'ai cru que j'avais perdu la dernière chose que j'avais. Qui n'était pas de l'argent et n'avait jamais été de l'argent. C'était la croyance qu'une personne sur cette terre avait connu la vraie version de moi et l'avait choisi quand même. Ils avaient pris la fortune. Bien, ils pouvaient avoir la fortune. Ce qu'ils venaient de prendre avec un tampon de notaire et un hochement de tête, c'était grand. Ils l'avaient enfin eu elle aussi. Et j'ai ouvert la bouche pour ne rien dire parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Et je me suis tourné pour partir. Et Spencer, parce qu'il ne peut jamais laisser une blessure tranquille, l'a dit dans mon dos. Doucement, presque gentiment, la voix la plus cruelle qu'il possède. C'est bon, Hazel. Elle t'a pardonné à la fin. Elle m'a dit de te dire qu'elle t'avait pardonné. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il me tendait une fausse absolution pour que la dernière chose que j'emporte par cette porte soit l'image de ma grand-mère mourante. Décidant que j'étais quelque chose qui avait besoin d'être pardonné. Quelque part derrière moi, un parent a murmuré, c'est plus qu'elle ne mérite. Et quelqu'un d'autre a dit, Amen. Qui est? Et ce petit cœur d'accord a été le son de toute une famille se refermant sur moi comme de l'eau. Je suis resté là avec la main sur la porte et le visage de ma grand-mère dans la tête. Et j'ai pensé une phrase claire, la plus vraie et la pire chose que j'ai jamais pensée. Je n'aurais jamais dû venir. Je leur ai donné 30 ans et je leur ai donné cet après-midi et ça n'allait jamais être assez parce que je n'étais jamais le point. J'étais juste l'endroit où ils mettaient le blâme pour ne jamais avoir à le porter. Mes yeux brûlaient. Je ne les laisserai pas tomber. Pas ici. Pas devant ces gens. Ma main était fermée autour du mouchoir de grand dans ma poche. Le serrant comme une corde au-dessus de l'eau. Et la seule chose qui me tenait debout était la voix de Rosalind. Reste dans la pièce. Même si je ne croyais plus qu'il y avait quoi que ce soit de restant dans la pièce pour lequel rester. J'ai à moitié ouvert la porte. La porte de côté s'est ouverte. L'autre, je veux dire, la porte de la cuisine de l'autre côté de la salle. C'est la porte que les traiteurs utilisent, celle de la cuisine. Et chaque tête dans la salle s'est tournée vers elle. Parce qu'une porte qui s'ouvre pendant un moment comme celui-là attire l'œil comme une allumette. Frappé. Un homme a passé. Costume gris un peu froissé aux épaules, un dossier en cuir sous un bras. Des lunettes de lecture poussées dans les cheveux grisonnants. Il a regardé autour de la salle de la façon dont on cherche un visage qu'on n'a jamais vu que sur une photographie. Il n'avait pas l'air du deuil. Il avait l'air d'un mardi. Il avait l'air d'un travail qui devait être fait aujourd'hui que ça plaise ou non. Je suis désolé d'interrompre, a-t-il dit. Je cherche Hazel. Hazel Callaway. La salle est passée d'une sorte de silence à une sorte très différente. Ma mère s'est reprise la première parce qu'elle se reprend toujours la première. C'est un événement familial privé, a-t-elle dit. Et sa voix avait ce bord brillant et cassant. Je ne sais pas qui vous a laissé entrer. Mais vous allez devoir. Nathaniel Ashworth. Il a posé une carte de visite sur la table la plus proche sans la regarder. La façon dont on pose un sous-verre. J'étais l'avocat d'Eleanor. Elle et moi avons travaillé ensemble pendant les dernières années de sa vie. Je viens juste du bureau. Je lui ai promis que je m'occuperais de ça le jour du service. Et pas un jour plus tard. Il m'a jeté un regard. Vous êtes Hazel? Oui. Ai-je dit. Ma voix est sortie plus ferme que n'importe quelle partie de moi ne se sentait. J'essaie de vous joindre toute la semaine. A-t-il dit. Il y a un mauvais numéro dans le dossier. Votre grand-mère a écrit votre portable mais a interverti 2 chiffres et je n'ai pas pu vous joindre. J'ai même conduit jusqu'à la maison ce matin. Quelque chose comme un sourire a touché le coin de sa bouche. Elle était très précise sur le timing. Elle m'a dit, et je la cite exactement. Fais-le le jour où tu me mets sous terre, Nathaniel.
Pas le jour d'après. Ne leur donne pas une nuit pour travailler dessus. Ne leur donne pas une nuit pour travailler dessus. Ma grand-mère depuis l'intérieur d'un dossier en cuir décrivant ma famille si précisément que deux personnes à la table ont tressailli. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle de la façon dont elle reprend le contrôle de tout temps. Faisant sentir à la personne devant elle qu'elle est un intrus. Je me fiche de qui vous êtes. Ma mère est enterrée aujourd'hui. Vous pouvez appeler l'avocat de la famille lundi et je suis l'avocat de la famille. A dit Monsieur Ashworth. J'étais celui d'Eleanor au moins. Et Eleanor est le seul membre de cette famille dont les instructions je suis ici pour suivre. Elle était très claire que lundi était trop tard. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il y a une sorte d'autorité qui vient simplement d'être la seule personne dans la salle qui sait ce qui est sur le point de se passer. Et ils l'avaient toute. Quelques personnes se sont penchées en avant. Quelque part derrière moi, une chaise a grincé alors que quelqu'un se tournait pour mieux voir. Toute la salle a compris avant qu'un seul document ne sorte de ce dossier que le sol avait bougé. Tout le monde sauf ma mère, qui se tenait encore là au milieu d'une phrase. Cherchant un sol qui n'était plus là où elle l'avait laissé. Spencer s'est levé. Quoi que ce soit. On peut le gérer en privé. On a le testament juste ici. Tout est réglé. Vous avez un testament. A dit Monsieur Ashworth, doux comme du lait. Puis-je le voir? Voici où je dois ralentir. Parce que ce qui s'est passé pendant les 20 minutes suivantes s'est produit par vagues. Et chaque vague a brisé plus fort sur cette famille que la précédente. Et je n'ai jamais avant ni depuis regardé une salle tourner de la façon dont cette salle a tourné. Mon père a été celui qui l'a finalement tendu, parce que Spencer a hésité. Monsieur Ashworth a pris le testament et l'a lu, sans se presser, jusqu'au bout. Puis il l'a posé sur la nappe en papier doucement. La façon dont on pose quelque chose qu'on ne veut pas embarrasser devant des gens. C'est un testament valide. A-t-il dit. Il est correctement exécuté. Il ne contrôle juste pas grand-chose. Il a ouvert son dossier. Il y a 14 mois, Eleanor a signé ceci. Il y a 13 mois, un mois plus tard. Elle est entrée dans mon bureau et a fait autre chose. Quelque chose qu'elle m'a dit qu'elle pensait. Depuis longtemps. Qu'a-t-elle fait? A dit ma mère. Ça n'est pas sorti comme une question. Sa voix avait changé en dessous. Tombé dans un registre que je reconnaîtrais dans le noir. C'est le son que ma mère fait quand le sol a bougé et qu'elle n'a pas encore localisé le nouveau mensonge qui la sauvera. Elle a créé un trust révocable vivant. A dit Monsieur Ashworth. Le Eleanor Hartley Living Trust. Elle a retitulé la maison de Cedar Lane dedans avec ses comptes et le gros de ses actifs. Un trust n'est pas gouverné par un testament. Il passe hors de la succession directement aux bénéficiaires qu'elle a nommés aux conditions qu'elle a fixées. Ce qui veut dire que le document que votre fils tient ne dispose que de ce qu'Eleanor a laissé hors du trust. Il a regardé de nouveau le testament presque gentiment. Qui à la date de sa mort était un compte courant, une Subaru d'occasion, et un kayak jaune. Quelque part au fond de la salle. Drew a fait un son qui a commencé comme un rire et s'est transformé trop tard en tout. Mon père a parlé, ce qu'il ne fait presque jamais 2 fois dans une journée. Ce document n'est pas légitime. A-t-il dit. Le registre des exécuteurs. On fera regarder ça par notre propre avocat. Vous êtes les bienvenue, a dit Monsieur Ashworth, indifférent. Comme si mon père lui avait offert un café. N'importe quel avocat de cet État vous dira la même chose que je vous dis. Un trust révocable vivant correctement financé prime sur un testament quand aux actifs qui y sont titrés. Celui-ci a été rédigé par moi, financé sur 13 mois. Et appuyé par un examen de capacité contemporain. Il tiendra. Je mettrai ma licence dessus. Et franchement, votre belle-mère aussi. Elle m'a choisi précisément parce qu'elle voulait qu'il tienne contre. Exactement le défi que vous décrivez. Il a regardé mildement mon père. Elle a dit que vous diriez ça aussi.
Le visage de ma mère avait pris une couleur que je n'avais jamais vue dessus. Pas rouge, blanc, et immobile la façon dont un étang devient immobile juste avant de geler. Et au milieu de tout ça, assise au bout de la table avec un mouchoir écrasé dans le poing. J'ai enfin compris le texto. J'ai pris soin de ça, mon amour. Ne les laisse pas te dire le contraire. Pendant 11 mois, j'avais lu ces mots comme une vieille femme faisant une vague paix. Ils n'étaient pas vagues du tout. Elle l'avait voulu exactement. Elle avait pris soin de ça. La maison, les comptes, tout. Déplacés hors de leur portée dans une boîte verrouillée que seul je pouvais ouvrir. 13 mois avant qu'elle tape ces mots depuis un lit d'hôpital. Ne les laisse pas te dire le contraire, n'était pas un réconfort. C'était une instruction. Elle avait su qu'il se lèverait à ce déjeuner même et me dirait le contraire. Et elle avait tendu la main depuis avril pour me dire à l'avance de ne pas les croire. J'avais eu la réponse dans ma poche tout le trajet, et j'avais été trop brisé pour la lire. Ce n'est pas possible, a dit Spencer. Et pour la première fois de sa vie. J'ai entendu le charme glisser ses engrenages. J'avais une procuration. J'aurais su. J'aurais dû. Signé. Vous aviez une procuration durable, a dit M. Ashworth. Et maintenant pour la première fois quelque chose de froid et dur a bougé sous la douceur. Exécuté. La même semaine que ce testament votre grand-mère l'a révoqué il y a 11 mois par écrit avec un conseil indépendant présent. Et le même après-midi, à sa propre insistance. Elle a fait examiner par son médecin et documenter qu'elle était saine d'esprit et de pleine capacité parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait la signature d'un médecin sur le fait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait pour que personne ne puisse jamais se lever plus tard et prétendre qu'elle avait été confuse. Il a laissé le mot sortir dans la salle et trouvé sa cible. Confuse. Le mot que ma mère avait utilisé il y a 3 ans pour verrouiller sa propre fille hors de la succession était maintenant une réputation certifiée par un médecin. Lui à haute voix au-dessus des œufs farcis. Et je devrais vous dire pourquoi elle l'a révoqué, a dit M. Ashworth. Puisque c'est votre fils qui a soulevé la procuration. Il n'a pas regardé Spencer. Il a gardé les yeux sur le dossier, ce qui était d'une certaine façon pire. Il y a 11 mois, en utilisant cette procuration, Spencer a initié un transfert du titre de la maison de Cedarland au nom de sa mère. Une compagnie de titres l'a signalé comme ils sont tenus de le faire et a appelé Eleanor directement. Pour confirmer parce qu'elle était, bien sûr, encore la propriétaire compétente. Cet appel est comment votre grand-mère a appris ce qui était fait. Avec sa signature. Elle a révoqué la procuration la même semaine. A mis la maison dans le trust le mois suivant, et m'a dit, je cite. Ils ont essayé de prendre la maison sous moi pendant que j'y vivais encore. Je ne vais plus prétendre que je ne sais pas ce qu'ils sont. Il a finalement levé les yeux. Alors non. Elle n'était pas confuse. Elle a juste découvert. La salle a fait un son bas, 30 personnes expirant d'un coup. Et Spencer, je l'ai regardé se produire. La bouche de Spencer s'est ouverte pour expliquer et rien n'est sorti parce que pour la première fois de sa vie il n'y avait aucune version de l'histoire où il en sortait propre et il le savait. Toute la salle pouvait le voir le savoir. Elle a été manipulée, a dit ma mère vite. Trop vite. Elle était vieille. Elle était en deuil de mon père. Elle était isolée dans cette maison. Et celle-ci, elle a jeté un bras vers moi de l'autre côté de la salle. Celle-ci s'est mise dans son oreille et a manipulé une vieille femme malade pour pourquoi? A dit. Monsieur Ashworth. Madame Callaway. Votre fille vit à Portland. Elle a été retirée de la liste des visiteurs des soins palliatifs de votre mère à votre demande le 29 avril. Elle n'a pas rendu visite à Eleanor une seule fois pendant les 6 dernières semaines parce que vous avez fait en sorte qu'elle ne puisse pas. Il a tourné une page dans son dossier sans se presser. Je le sais parce que votre mère m'a demandé d'obtenir une copie du registre des visiteurs. Elle voulait le dossier de ce que vous aviez fait. Elle m'a dit qu'elle voulait pouvoir le regarder pour ne pas perdre son courage sur tout ça. Hazel n'aurait pas pu se mettre dans l'oreille d'Eleanor. Vous aviez scellé la porte.
Vous ne saviez juste pas ce que votre mère faisait de l'autre côté. Ce fut le moment où Rosalind Beaumont s'est levée. Elle s'est mise debout lentement avec la canne. Et la salle s'est tournée vers elle de la façon dont les salles se tournent vers les très vieux. Quand ils décident de parler. Je l'ai conduite, a dit Rosalind. Sa voix n'a pas tremblé. Toute cette dernière année à son bureau. Chez le médecin. À la banque. Eleanor ne pouvait demander à aucun de vous parce que c'était de vous qu'elle protégeait le trust, alors elle m'a demandé. Et je dirai à chaque âme dans cette salle et à n'importe quel juge que vous voudrez amener. Cette femme était aussi aiguë le jour où elle a signé que le jour où je l'ai rencontrée il y a 60 ans. Elle savait ce qu'était sa famille. Elle me l'a dit dans ma propre cuisine. Rosalind a regardé lentement de ma mère à mon père à Spencer. Elle a dit, Ross. Ils ont passé 3 ans à appeler le mauvais enfant un vautour. Je vais arranger ça pour que la vérité me survive, qu'il le veuille ou non. Et puis elle prenait une bouchée de mon gâteau au citron et changeait de sujet. Rosalind s'est rassise. Alors ne dites pas manipuler. J'étais dans la voiture. Je n'ai jamais entendu une salle tenir aussi immobile. Ma mère a essayé une fois de plus. Il faut admirer le moteur d'une personne comme ça. Il n'a pas de marche arrière. Elle a relevé le menton et a trouvé une nouvelle version juste là sur ses pieds. De la façon dont elle avait trouvé de nouvelles versions toute sa vie. Quoi que ma mère ait fait dans sa dernière année, elle n'était pas dans son bon sens. Et je peux le prouver. Elle était sous morphine. Elle mourait. N'importe quel médecin dirait G. Le médecin, a dit M. Ashworth. Il a sorti une seule feuille, plus épaisse que le reste, et il l'a lue de cette même voix plate. C'était une évaluation de capacité signée et datée il y a 11 mois par le médecin d'Eleanor depuis 19 ans, déclarant qu'il avait examiné Eleanor Hartley à cette date à sa propre demande. L'avait trouvée pleinement orientée et compétente, et que les propres mots du médecin. Que M. Ashworth a lu sans inflexion, ce qui les a fait atterrir comme des pierres. Madame Hartley était l'une des patientes les plus lucides que j'ai vues cette année. Et elle m'a demandé d'écrire cette lettre spécifiquement pour qu'après sa mort, si un membre de la famille prétendait qu'elle avait été confuse quand elle a changé sa succession, ce document puisse être produit pour les contredire. Il l'a posé. Elle n'était pas sous morphine il y a 11 mois. Diane. Elle jouait aux cartes. Elle a anticipé cette phrase exacte de votre bouche à cette table. Exact, et elle a payé un médecin pour y répondre depuis la tombe. Il a presque souri. Elle a vraiment pensé à tout. Ma mère n'a pas essayé une troisième version. Elle s'est assise lentement, et cette fois elle est restée assise. Il y a la question de la comptabilité, a continué M. Ashworth dans le silence. Comme s'il lisait une liste de courses. Ce qui était d'une certaine façon la façon la plus dévastatrice dont il aurait pu le faire. Puisque la question de qui tournait et qui venait avec les mains tendues a maintenant été soulevée 2 fois. À cette table, je pense que le dossier devrait être lui-ci où l'accusation a été faite. En tant que trustee. Successeur, Hazel y a droit. Et franchement, aussi tout le monde qui a passé 3 ans à croire la version qu'on leur a dite. Il a lu la comptabilité. Au cours des 6 années précédentes. De l'argent avait quitté les comptes de ma grand-mère et arrivé chez mes parents. Un nouveau toit, 40 000 $ pour un toit qu'aucun couvreur n'a jamais installé. Le chèque, a noté M. Ashworth sèchement, a été encaissé sur un compte que mon père utilisait pour un bateau de pêche. Capital de départ pour l'entreprise de conseil de mon frère. 90 000 $ puis encore 90 000 pour une entreprise qui était un site web qui n'a jamais vendu une seule chose. Un prêt pour la voiture de ma mère, 35 000, jamais remboursé. La voiture elle-même, un leasing. Les taxes foncières 2 fois sur une maison que mes parents possédaient libre et claire. Ligne après ligne dans cette voie plate de tribunal, et ça montait et ça montait. Et quand il a atteint le bas, il a donné le total. Et le total était de 281 000 $. Ça s'additionnait en un portrait exact, itemisé, notarié. De précisément la cupidité qu'ils avaient passé 3 ans à peindre sur moi.
Le vautour, la main tendue, celle qui ne se souciait que de l'argent. C'était eux tout le temps. Je veux vous dire ce qui m'a traversé pendant qu'il lisait ces chiffres. Parce que ce n'était pas un triomphe. C'était quelque chose de plus vieux et de plus froid que ça. J'ai pensé à l'hiver où j'étais à l'école d'infirmière en faisant des doubles quand ma transmission est morte et j'ai appelé à la maison parce qu'on appelle à la maison même une maison comme la mienne. Et j'ai demandé si je pouvais emprunter $800 pour réparer ma voiture pour pouvoir continuer à aller à mes stages. Et ma mère m'a dit d'une voix lourde de regret qu'il ne les avait juste pas. Que les choses étaient serrées, que j'allais devoir me débrouiller. Je me suis débrouillé. J'ai vendu le cadeau de Noël de ma grand-mère, un bracelet. Dans un mont-de-piété au bord de l'autoroute, et je ne l'ai jamais dit à grand. Et j'ai réparé ma voiture, et j'ai fini le programme. Et je suis resté à cette table de funérailles et j'ai écouté un avocat lire que dans la même fenêtre exacte, mon père avait pris $40 000 de l'argent de ma grand-mère pour un bateau. 800 $. Il n'avait pas $800 pour moi. Ils avaient 90 000 deux fois pour le site web de Spencer. Le mensonge n'avait pas juste été des mots. Il avait été la forme de toute ma vie d'adulte. Eleanor a tout suivi elle-même. A dit Monsieur Ashworth. Chaque transfert, chaque date à sa table de cuisine. Pas pour poursuivre qui que ce soit. Elle était claire là-dessus. Elle a dit qu'elle l'avait écrit. Pour que le dossier lui survive au cas où, et je la cite une dernière fois. Si quelqu'un essaie jamais d'appeler la mauvaise fille Cupide à mon enterrement. La salle a tourné. Je l'ai senti aller de la façon dont on sent le temps changer. Une baisse de pression, un changement dans la lumière. Colline, qui ne m'avait pas passé les petits pains. Regardait maintenant ma mère avec la bouche légèrement ouverte. Tout son visage réarrangeant 3 ans de certitude en temps réel. Oncle Ray avait posé son café. Drew avait la main à moitié sur les oreilles de son enfant. Un temps trop tard au fond de bateau de pêche. Et puis Colline s'est levée. Ma tante Colline, qui ne m'avait pas passé les petits pains il y a 2 heures. Qui m'avait accueilli à la porte avec « Courageux de ta part de venir ». Elle était pâle, et sa voix est sortie instable. Diane, elle a dû s'arrêter et recommencer. Diane, tu m'as dit il y a 2 ans dans mon propre salon. Tu m'as dit que Hazel avait appelé ta mère en hurlant pour de l'argent que tu l'avais entendu en haut-parleur qu'elle avait dit que maman lui devait. La main de Colline était allée à sa poitrine. Je t'ai cru. J'ai dit à d'autres gens. Je leur ai dit à la fête de l'Action de grâce. Elle s'est tournée et m'a regardé. Et j'ai regardé 3 ans d'un mensonge sortir du visage d'une femme d'un coup. Il n'y a jamais eu d'appel téléphonique. N'est-ce pas? Tu l'as inventé. Tu m'as fait partie de ça. Elle s'est rassise durement et a mis une main sur sa bouche. Et j'ai compris que je regardais non pas une personne tourner mais toute une salle commencer à compter à rebours à travers chaque histoire qu'on leur avait remise et trouver les empreintes de ma mère sur toutes. Et Spencer, mon frère doré. Qui n'avait jamais une seule fois dans toute sa vie charmante senti une salle bouger contre lui. A regardé autour de tous ces visages le découvrant au même moment et il a fait la seule chose qu'il a jamais su faire. Il a souri et a écarté les mains et a commencé à expliquer. D'accord, tout le monde. Allez. Grand a donné des cadeaux. Les familles font ça. On prend ça tellement hors de 90 000 deux fois, mec. A dit Drew doucement. Même pas en colère. Juste fini pour un site web. Et ce fut la fin de l'après-midi de mon frère. La salle a fini de tourner. J'ai senti le dernier partir comme une marée atteignant le haut du sable. Les gens qui avaient passé 3 ans à croire ma mère ne me regardaient plus comme le conte moral. Ils me regardaient de la façon dont on regarde quelqu'un à qui on doit des excuses et qu'on n'a pas encore trouvé comment commencer. Et ils regardaient Spencer et mes parents de la façon dont on regarde des étrangers qui ont vécu dans les vêtements de votre famille. Spencer s'est enfoncé dans sa chaise. Il n'a pas réessayé. Il y a un silence spécifique dans lequel tombe un homme charmant quand il n'a enfin plus de place pour charmer, et c'est le silence le plus bruyant du monde.
Et ici est assis pendant que 30 parents réarrangeaient tranquillement les 3 dernières années de leur vie autour de la vérité. Ma mère était encore debout, mais elle ne jouait plus. Il n'y avait plus personne dans cette salle pour qui jouer. Ça plus que n'importe quel document a été le moment où j'ai su que c'était vraiment fini. Le public l'avait quitté, et ma mère sans public n'est qu'une femme effrayée tenant une fourchette. Il y a une lettre, a dit Monsieur Ashworth. Eleanor a demandé qu'elle soit lue à haute voix devant la famille si la famille se trouvait réunie quand le trust serait divulgué. Il a regardé autour de la salle immobile. Je dirais que la famille est réunie. Hazel, voudriez-vous la lire ou dois-je? Vous la lisez. Ai-je dit. Je n'aurais pas pu y arriver. S'il vous plaît, je veux l'entendre lu à haute voix. Il a tendu la main dans le dossier et puis il a fait quelque chose dont je me souviendrai le jour où je mourrai. Il a traversé jusqu'au chevalet près de la porte et il a pris les lunettes de lecture de ma grand-mère, les petites bleues, la branche réparée au scotch, et il les a mises. Je ne sais pas si elle avait laissé des instructions ou s'il avait simplement compris le moment dans lequel il était. Il a mis les lunettes réparées au scotch de ma grand-mère et il a déplié une seule feuille de son papier à lettres et il a lu sa lettre d'une voix simple et ferme. Et voici ce que ma grand-mère a dit. Si Nathaniel lit ceci, alors je suis parti et vous êtes tous ensemble. Ce qui veut dire que quelqu'un a presque certainement déjà dit quelque chose d'impardonnable. Et c'était probablement Diane, et elle tenait probablement une fourchette. Un son a traversé cette salle. Moitié rire, moitié sanglot, arraché d'une douzaine de poitrines d'un coup. Parce que c'était si précisément, si insupportablement entendu, morte depuis une semaine. Et encore la personne la plus aiguë du bâtiment. Hazel, chérie. Je sais ce qu'ils disent de toi. Je l'ai su tout le temps. Je les ai laissés croire que je ne savais. Pas parce que c'était la seule façon de les garder négligents et j'avais besoin qu'ils soient négligents pendant que je mettais les choses en ordre. Alors voici la vérité et j'ai arrangé pour que vous deviez tous vous asseoir et l'entendre. Toi, Hazel. Tu es la seule qui ne m'a jamais demandé une seule chose. La seule. Chaque autre personne dans cette famille a mis la main dans mes comptes. Et chacune d'elles a appelé ça de l'amour pendant qu'elle le faisait. Tu m'as dit de garder mon argent et d'acheter quelque chose de ridicule. Alors j'ai acheté un bateau jaune vif et j'ai peint ton nom dessus et je suis resté sur l'eau et j'ai décidé que quand je mourrais, l'enfant qui n'avait jamais pris serait l'enfant qui recevrait. Pas comme une récompense. Chérie. Comme une correction, comme la vérité. Enfin dites plus fort que le mensonge. Tu as passé toute ton enfance à te faire dire que ta version ne comptait pas. Je les ai regardés le faire et je me suis dit que ce n'était pas mon rôle. C'était de la lâcheté. Et je suis désolé. Voici moi étant brave trop tard. Ce qui est mieux que de ne jamais être brave du tout. La maison de Cedar Lane est à toi. Le reste est à toi. Mais plus que tout. Le dossier est à toi. Chaque chiffre est dans le dossier de Nathaniel, chaque date. Pour que plus personne ne puisse jamais se lever dans une pièce et t'appeler Cupide. Prends ma bague de ma main. Elle devrait être sur la tienne au moment où tu entends ceci. Maintenant va vivre fort. Hazel. Arrête de te faire assez petite pour les survivre. Tu n'as plus à les survivre. Monsieur Ashworth a fait une pause juste légèrement et a tourné la page et a lu la fin. Et si Diane est encore dans la pièce, le mot de mère, pas le mien. Elle t'a écrit par ton nom. Diane. Je t'ai aimé. Je t'ai aussi vu. Ces deux choses ont toujours été vraies. Et tu ne t'es jamais une seule fois laissé croire la seconde. Et ça, ma fille, c'est toute la tragédie de ta vie. Et ce n'a jamais été la faute de Hazel. Et je pense que par sous toute cette peur, tu l'as toujours su. Au revoir. Mes chéris. Soyez meilleurs que vous ne l'étiez aujourd'hui. Ce ne sera pas difficile. Vous avez mis la barre au sol. Grand.
Le silence après n'était pas le silence du début de la journée. Celui qui avait été dirigé vers moi. C'était un animal entièrement différent. C'était le son de 30 personnes réarrangeant 3 ans de croyances d'un coup en public sans endroit où regarder. Et puis tranquillement. Monsieur Ashworth a tendu la main dans le dossier une dernière fois et a sorti une petite enveloppe et de l'enveloppe une bague. La bague de ma grand-mère. La fine bande d'or usée avec le petit grenat qu'elle avait porté tous les jours de ma vie. Elle m'a demandé de te donner ça aujourd'hui, a-t-il dit. Et de dire la ligne de la lettre à haute voix quand je le ferai. Elle devrait être sur ta main haut. Moment où ceci est lu. Il l'a tendu de l'autre côté de la table. Et je veux que vous compreniez ce que ça a coûté à cette salle de le regarder. La Cupide, le vautour, la fille assise au bout. Recevant la bague de sa grand-mère de la main d'un avocat. Pendant que la femme qu'il avait appelée Cupide, était figée 3 places plus loin. Je l'ai mise. Elle allait. Bien sûr qu'elle allait. Le tournant s'est produit sans un mot. C'était d'abord dans les yeux. Colline pleurait et me regardait comme si elle voulait traverser la salle et ne pouvait pas encore faire bouger ses jambes. Marian avait les 2 mains pressées sur la bouche. Oncle Ray, qui m'avait fait un signe de tête si petit qu'il pouvait se nier. Regardait maintenant ma mère avec quelque chose qui avait caillé au-delà du choc en un vieux dégoût. L'endôme. Drew avait ses enfants tirés contre lui et me regardait en articulant « Je suis désolé ». 3 ans de regard détourné et maintenant toute la salle me regardait droit et pour une fois pas. Un d'eux n'a détourné les yeux. Si vous avez jamais attendu des années. Des décennies qu'une seule personne dise à haute voix qu'elle a vu le vrai vous et l'a choisi quand. Même et que ça est venu trop tard pour que vous puissiez dire merci. Alors vous savez déjà ce que mon visage faisait et je n'ai pas besoin de le décrire. Alors laissez-moi juste vous dire ceci ou que vous écoutiez ce soir. Si c'est vous, si vous attendez encore ou que vous avez enfin renoncé à attendre. J'espère que quelqu'un vous le dira pendant que vous pouvez encore l'entendre. Vous n'avez jamais été la Cupide. Vous n'avez jamais été le problème. Et j'aimerais savoir dans les commentaires qui était votre grand. La seule personne qui a demandé la vraie version. Je lirai. Ma mère est partie la première. Elle n'est pas sortie en tempête. Elle a ramassé son sac à main avec des mains qui avaient commencé à trembler et elle a marché vers la porte avec ce qui restait de sa posture tenue ensemble par la seule volonté et au seuil elle s'est arrêtée et je me suis préparé à une dernière chose jetée de l'autre côté de la salle vers moi. Ça n'est pas venu. Au lieu de ça elle a regardé la photographie de Grand sur le chevalet, l'été du kayak, le plissement, le rire. Et quelque chose a traversé le visage de ma mère que je n'avais jamais une seule fois vu là entrante. Pas exactement du chagrin. De la reconnaissance. Je t'ai aimé. Je t'ai aussi vu. Les 2 choses atterrissant enfin. 13 mois et un enterrement trop tard. Puis elle est partie. Mon père s'est levé et l'a suivi dehors sans un mot. Ce qui est comment mon père a suivi ma mère toute sa vie. Spencer est resté plus longtemps et a travaillé la salle, et la salle ne se laissait pas travailler. Il n'y a rien de plus triste et rien de plus exactement juste que de regarder un homme charmant. Découvrir en temps réel que le charme était la seule chose qu'il ait jamais eue et qu'il a enfin manqué devant des témoins. Il a essayé Colline. Elle lui a tourné le dos. Il a essayé oncle Ray. Ray a étudié son café. Il est arrivé jusqu'à la porte et m'a regardé une fois. Et je l'ai regardé tendre la main vers la vieille chose fiable. Le visage de garçon doré blessé qu'il avait sorti de tout depuis qu'il avait 17 ans. Et je l'ai regardé ne trouver aucune prise nulle part dans cette salle sur aucun visage pour la première fois de sa vie. Puis il est parti aussi. Nathaniel Ashworth est resté avec moi pendant 2 heures après que le hall se soit vidé. Il m'a expliqué ce qui venait ensuite patiemment 2 fois. Le trust était étanche. L'examen de capacité, le conseil indépendant, la procuration révoquée. 13 mois de documentation propre et datée, et Rosalyn, aiguë et disposée, dans la voiture pour tout. Il m'a dit gentiment que mes parents pouvaient menacer de le contester, et probablement le feraient. Mais qu'une contestation a besoin de qualité pour agir et de preuves.
Et chaque miette de preuve pointait dans l'autre direction. Et leur propre avocat le leur dirait en moins d'une semaine. Il avait raison. Ils ont menacé pendant 9 jours. Puis une lettre raide et qui sauve la face est arrivée d'un cabinet de Salem déclinant de poursuivre l'affaire pour le moment, ce qui est le costume que la défaite porte à l'église. Je veux être honnête avec vous sur les 281 000 $ parce que c'est là que beaucoup de ces histoires tournent, et la mienne n'a pas tourné là. En tant que trustee, je pouvais les poursuivre. Une partie était argumentablement un prêt. Le trust avait une vraie réclamation. Monsieur Ashworth a posé les options sur la table de cuisine de Grand, et je me suis assise avec longtemps ses lunettes collées dans la poche de ma chemise. Et j'ai décidé que je n'allais pas passer les 3 prochaines années de ma vie à poursuivre mes parents à travers un tribunal pour un toit qui s'était transformé en bateau. Pas parce qu'ils ont mérité de la miséricorde, parce que j'ai mérité le droit d'en avoir fini. Ma grand-mère ne m'a pas tendu ce dossier pour que je passe le reste de ma vie de la façon dont j'ai passé les 3 dernières. Orbitant autour de leur crime, défini par lui, toujours dans la pièce où il fixe les termes. Elle me l'a tendu pour que je puisse le poser. Alors je l'ai posé. Je garde le dossier. Je ne l'utiliserai jamais. Son seul travail est d'exister pour que la vérité survive au mensonge. Et elle le fait maintenant de façon permanente. Et ça s'est avéré suffire. J'ai gardé la maison de Cedar Lane. J'avais l'intention de la vendre. J'ai conduit un week-end pour la vider. Et je me suis assise sur les marches du fond où Grand et moi écossons des pois l'été où j'avais 11 ans. L'été de, dis-moi la vraie version. Et j'ai trouvé que je ne pouvais pas. Alors je ne l'ai pas fait. Je loue mon condo de Portland à une infirmière de voyage maintenant. Et je passe mes périodes de congé dans la Maison Blanche avec les lunettes bleues sur le rebord de la fenêtre au-dessus de l'évier. Le kayak jaune est dans le garage. Je le sors sur l'eau. Il dit encore Hazel sur le côté dans l'écriture terrible et défiante de ma grand-mère. J'ai dit exactement une limite, et c'est la seule dont j'ai eu besoin. J'ai écrit une lettre à ma mère, pas pour elle, pour moi, et elle avait 3 phrases. Je lui ai dit que je sais tout maintenant, la liste des visiteurs et la campagne et la fourchette. Je lui ai dit que le dossier existe et que je ne l'utiliserai jamais à la seule condition qu'elle ne prononce plus jamais le nom de ma grand-mère devant moi. Et je lui ai dit qu'elle avait eu raison sur une chose. Le chagrin montre vraiment qui sont les gens. Et maintenant toute la famille sait qui elle est et qui je suis. Et je peux enfin arrêter de m'excuser pour la différence. Je n'ai pas demandé de réponse. Elle n'en a pas envoyé. Ce silence est la première chose honnête entre nous en 30 ans. Et j'ai fait la paix avec le fait que ce soit la dernière. Les gens demandent si je leur ai pardonné. Je ne pense pas que ce soit le bon mot pour ce que j'ai fait. J'ai cessé d'avoir besoin qu'il soit différent pour que je puisse aller bien. Ce n'est pas du pardon. C'est juste la fin de la phrase qu'ils m'ont fait porter. Ma grand-mère a attendu jusqu'à ce qu'on ne puisse plus argumenter avec elle pour dire la vérité. Devant tout le monde. Et je pensais que cette attente était la partie la plus triste. Je ne le pense plus. Elle n'attendait pas parce qu'elle avait peur. Elle construisait tranquillement, légalement, de façon permanente. Pendant qu'ils étaient occupés à être bruyants. Et le jour où ça a compté, la chose qu'elle avait construite a tenu tout mon poids. Elle a mis une place à table pour la vérité et a dit à un homme en costume gris la date exacte pour l'apporter. Et il est passé par la porte du traiteur 20 minutes après que nous l'ayons mise sous terre. Et il a demandé mon nom. Je réponds à mon nom maintenant. Tout. Pas la cupide, pas le problème, pas la version qu'ils ont écrite sur moi avant que je puisse lire. Juste Hazel. Celle qui n'a jamais pris et qui a enfin à haute voix dans une salle pleine de gens qu'on avait entraînée à détourner le regard, eu le droit d'être celle qui a été vue. Les lunettes sont encore sur le rebord de la fenêtre. Une branche réparée d'une bande de scotch parce qu'un peu de scotch fait parfaitement l'affaire. Et certaines réparations, il s'avère, tiennent bien plus longtemps que la chose qu'elles étaient censées réparer.